Aujourd'hui, on va se pencher sur un des plus grands mystères du business moderne. Comment des entreprises qui sont valorisées à des milliards peuvent en réalité ne pas gagner un seul centime? Ça semble complètement fou, ça défie toute logique, et pourtant derrière ça se cache une stratégie absolument redoutable. On va commencer très fort. Cette phrase, elle résume parfaitement le monde qui semble absurde des startups, qu'on appelle les licornes. C'est un univers qui n'est pas financé par des banquiers prudents, non, mais par des investisseurs en capital risque qui sont prêts à tout miser. Pour eux, un bénéfice qui arrive trop vite, c'est un mauvais signe. C'est le signe que l'entreprise n'est pas assez agressive dans sa croissance, c'est même une erreur stratégique. Pour bien comprendre, il va falloir déconstruire un peu tout ce qu'on croit savoir sur ce qui fait le succès d'une entreprise. Bienvenue dans le paradoxe du profit. Alors d'un côté, on a le business classique, on fait en sorte de dépenser moins que ce qu'on gagne pour être rentable. Logique, simple, basique. Et de l'autre, on a le modèle de la Silicon Valley. Et là, le but, ce n'est pas de gagner de l'argent. Non, le but, c'est de conquérir un marché, de devenir un monopole le plus vite possible et quel qu'en soit le coût. On a vraiment deux philosophies, deux mondes qui s'opposent. Cette stratégie ultra agressive, elle a un nom bien sûr. C'est l'arme secrète qui a permis à des géants de la tech de s'imposer en un temps record. On appelle ça le blitzscaling. Et le mot n'est pas choisi au hasard, Guerre totale. On ne parle pas de compétition ici, mais bien d'annihilation. Le but, il est très simple, grandir tellement vite, tellement massivement, que toute concurrence en devient impossible. On sacrifie tout, et surtout la rentabilité, sur l'autel de la vitesse et de la domination. Et pour voir cette stratégie en action, le plus simple, c'est encore de prendre un exemple que absolument tout le monde connaît. On va plonger dans le cas d'Uber. C'est ça qui est fascinant. Pendant très longtemps, à chaque fois que quelqu'un prenait un Uber, en réalité, c'était les investisseurs qui payaient une bonne partie de la course. Le but, c'était de proposer des prix tellement bas que les compagnies de taxi locales ne pouvaient tout simplement pas suivre. C'est ce qu'on appelle du business de prédateurs, financé à grands coups de milliards. Alors comment ça peut tenir debout financièrement? Toute la logique derrière repose sur deux concepts. Le coût d'acquisition client, le fameux CAC, et sa valeur à vie, la LTV. L'idée est simple, on dépense une fortune aujourd'hui pour acquérir un client en pariant sur tout ce qu'il rapportera demain. Et du point de vue de l'investisseur, c'est encore plus radical. Sur 10 paris comme celui-là, 9 peuvent échouer. Mais le 10e, s'il réussit, peut devenir le prochain géant mondial et rembourser 1000 fois toutes les pertes. C'est ce jackpot qu'ils visent tous. Donc, le point clé à retenir, il est là. Le produit ou le service, au fond, ce n'est qu'un prétexte. La véritable manœuvre, c'est de brûler l'argent des investisseurs pour s'emparer de la totalité d'un marché. On n'est plus dans la vente, on est dans l'achat pur et simple de sa domination future. Mais pourquoi dépenser autant? Quel est ce trésor qui justifie de brûler des montagnes de cash? La réponse se trouve dans un concept absolument clé, l'effet de réseau. 19 milliards de dollars. C'est le prix absolument vertigineux que Facebook a mis sur la table pour racheter WhatsApp. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ce prix a été payé pour une entreprise qui, à l'époque, ne générait quasiment aucun chiffre d'affaires. L'équation a l'air complètement délirante. Alors forcément, la question se pose. Une question à 19 milliards. Mais pourquoi? Qu'est-ce que Facebook a vraiment acheté ce jour-là? La réponse, c'est donc l'effet de réseau. C'est le saint Graal de la Silicon Valley. Quand tout le monde utilise une application, cette application devient indispensable. Partir, ça revient à s'isoler. C'est une sorte de prison dorée. Plus il y a de monde à l'intérieur, plus les murs deviennent hauts et infranchissables pour la concurrence. Voilà ce qui vaut des milliards. Et cette phrase, elle illustre parfaitement le but du jeu. Les entreprises comme Stripe ou Adyen, elles ne vendent rien qu'on puisse voir ou toucher. Mais elles sont devenues l'infrastructure de paiement de toute l'économie numérique. En gros, elles ont construit le péage et maintenant elles prélèvent une petite commission sur chaque transaction qui passe. C'est invisible et c'est absolument génial comme modèle. Mais attention, ce château de cartes construit sur des milliards de dettes est extrêmement fragile. Et l'histoire de WeWork est là pour nous le rappeler de la manière la plus brutale qui soit. Regardez bien ce graphique. On passe d'une valorisation de 47 milliards de dollars à quasiment zéro, en l'espace de quelques mois. La chute de WeWork, c'est la plus grande leçon de la décennie sur les dangers de cette stratégie. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? En fait, WeWork a fait une erreur fondamentale. Ils ont confondu la croissance à tout prix avec la création de valeur réelle. On ajoute à ça un culte de la personnalité dingue autour de son fondateur, et on a la recette parfaite pour une catastrophe annoncée. La vérité, c'est que ces entreprises ne suivent tout simplement pas les mêmes règles que les autres. Il faut vraiment comprendre qu'elles participent à un jeu qui est totalement différent. Cette métaphore est parfaite pour ça. Dans l'économie traditionnelle, on pense souvent jouer aux échecs. Un jeu de pure stratégie où le meilleur est censé gagner. Mais dans ce nouveau monde, en face, la partie est différente. Eux, ils jouent au poker, avec des fonds quasi illimités et un avantage décisif dès le départ.
Finalement, tout se résume à cette question fondamentale. Faut-il suivre la voie traditionnelle et bâtir une entreprise rentable, ou faut-il tenter le tout pour le tout, brûler des milliards dans l'espoir fou de devenir le prochain géant monopolistique? La réponse, eh bien, elle est en train de dessiner le visage de notre économie future.